Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Comme chaque samedi soir, on revient sur l'actualité de la semaine. Je vais le faire en compagnie de mon invité qui m'attend pas loin d'ici. Suivez-moi, on va le retrouver. Je suis maintenant en compagnie de mon invité. Il s'agit de Soufiane Malid, un acteur du monde associatif ici à Mayotte. Bonjour Soufiane. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de l'actualité à Mayotte. Cette semaine, que s'est-il passé? On va le voir dans ces reportages, à commencer par celui-là dans lequel on parle de cette CCT extraordinaire, la commission consultative du travail qui a eu lieu et qui a réuni les syndicats salariés, patronaux, également le préfet et les parlementaires. On regarde ce que cela a donné. Tous s'étaient donné rendez-vous ce matin pour cette commission consultative du travail extraordinaire. Une réunion de la dernière chance pour certains qui a su réunir les représentants de l'État, des formations syndicales, salariales et patronales, mais aussi les parlementaires. Pour représenter la population, je pense que le vœu que je vais émettre auprès des syndicalistes, c'est de trouver les moyens de la négociation. Il faut le répéter. Maintenant, je sais que ça ne va pas être une chose simple. Il y a tout un travail à faire. Les dispositions qui peuvent être transposées immédiatement, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter et puis voir s'il y a des choses qui peuvent être décalées dans le temps, pourquoi pas, mais il faut examiner avec lucidité, sérénité le code, les dispositions de codification pour que au moins les tensions baissent, sinon faire appliquer le droit, l'égalité, c'est ce que demandent les gens, le droit et l'égalité, c'est essentiel. Je pense que notre propre ici, c'est de les accompagner et j'espère que je serai entendu dans le dialogue naturellement. Après un peu plus de 2 heures de réunion, Salim Naouda, Elanziz Amidou et Ousseni Balahachi ont quitté la table des négociations. Pour ces secrétaires départementaux, le constat est unanime. Cette réunion est loin d'avoir répondu aux attentes. On a été reçus comme d'habitude, il n'y a pas eu grand-chose. On a discuté un peu de tout. Voilà, c'est toujours les constats, on constate. Mais bon, moi, le message que je vais lancer à la population, c'est qu'il est grand temps qu'on agisse. L'heure du constat, des bilans et tout ça, on n'est plus dans cette heure-là. C'est en 2011 qu'on constatait, en 2012, on faisait des rapports et tout ça. Mais aujourd'hui, on est en 2015. 2015, il faut agir. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut que ça se développe. Il faut que les choses se décantent. Il faut que les choses évoluent à Mayotte. Ils n'ont pas du tout apporté des réponses tant attendues par les représentants du personnel que nous sommes. Face à cette situation de crise que Mayotte connaît aujourd'hui. Et moi, de ma part, au nom de la CFDT, je refuse de continuer à apporter ma contribution face à n'importe quelle discussion qu'on pourrait tenir pour essayer d'apporter une amélioration de la situation sans que la situation de menace de licenciement de délégués de la CFDT qui sont à la COLAS soit levée. En effet, les secrétaires départementaux CFDT, FO et CGTMA avaient été très clairs. La question des licenciements confirmés par la DIECT doit être rapidement réglée, tout comme la situation des salariés de la SMART qui se retrouvent pris au piège par le conflit entre leurs directions, de conditions que le préfet semble avoir entendues. Ces questions-là, par définition, vont pouvoir faire l'objet d'un recours. C'est un conflit entre une entreprise et son salarié. Je comprends les préoccupations, je suis très très attentif aux solutions qui pourraient être trouvées, mais pour le port, il peut y avoir un recours. Pour les décisions individuelles, il peut y avoir un recours. J'ai senti que les partenaires avaient envie de comprendre que c'était ensemble qu'il fallait avancer. En tout cas, la situation sociale de notre département est préoccupante dans la mesure où les besoins sont énormes et c'est les efforts qu'on a décidé de faire tous ensemble. Seymour Morsi reste positif à l'issue de cette réunion. Pour lui, il est désormais temps de se tourner vers l'avenir.
Sur l'avenir, on est tombé d'accord pour dire qu'il faut que nous soyons au clair sur notre code du travail. Qui dit code du travail dit droit du travail. Donc il y a un travail parlementaire qui est fort. On a terminé par un calendrier très très serré puisqu'il va y avoir une nouvelle réunion de ce type courant novembre. Puis ensuite, il va y avoir une mission parisienne qui va commencer à nous présenter des textes. Donc de ce point de vue-là, c'est pas en 2018 qu'on va transposer le code du travail, mais c'est d'ici 2018. C'est quelque chose qui était très important pour un grand nombre d'acteurs présents, mais également pour les chefs d'entreprise, parce qu'eux, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer quand pour qu'ils puissent s'organiser pour ça. Donc ça, c'est pour l'avenir. Un avenir qui risque fort d'être perturbé par un mouvement de grève générale et interprofessionnelle, d'ores et déjà prévu le 3 novembre prochain. Alors une CCT qui a priori n'a pas forcément donné les résultats escomptés du côté des salariés, des syndicats de salariés. Soufiane, à votre avis, on se profile vraiment vers cette grève ? Alors, au vu des conclusions qui sont sorties de cet été, déjà d'une part, on voit les revendications qui sont demandées, qui sont quand même qui sont assez énormes, parce que Mayotte est face à un défi de taille, qui est cette départementalisation, qui est cette convergence vers le droit commun. Et lorsqu'on attend les conclusions, on se dit que malheureusement, puisque je pense que c'est bien d'avoir une entente, mais là, tel que ça se profile, on va inévitablement vers une grève qui est juste par rapport à ce que les salariés mahorais demandent, à savoir l'égalité en tant que Français. C'est un droit constitutionnel. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable sur le court terme ? Je ne pense pas. Donc voilà, je pense qu'on va aller face à une grève. Est-ce qu'on pourra la maîtriser ? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, parce qu'on va lancer quelque chose avec le climat actuel qu'on a à Mayotte par rapport à différentes grèves, ras-le-bol et tout le climat social. Je pense qu'il faut vraiment que les syndicats fassent attention à ce que ces grèves ne débordent pas. Alors on a vu les syndicats patronaux d'un côté, eux ils sont prêts à faire l'effort. Maintenant ils sont aussi, eux se retournent également vers l'État. On voit que beaucoup de personnes se retournent vers l'État en attendant peut-être un effort de la part de nos représentants de l'État ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'effort qui a été fait de ce côté-là est suffisant, ou alors on aurait pu aller un peu plus loin pour satisfaire un peu mieux aux exigences et revendications des différents syndicats locaux ? Alors, comme j'ai expliqué, le défi il est de taille pour Mayotte. Donc, je ne pense pas que ce soit au niveau des patrons ou que ce soit au niveau des salariés qu'on peut agir. C'est vraiment au niveau de l'État elle-même, c'est-à-dire Paris. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de vouloir arranger les choses, ou on fait semblant ? Parce que là, lorsqu'on voit les choses, je ne vois pas qu'est-ce que les entreprises peuvent faire à leur niveau. Parce que déjà, on connaît les difficultés que connaissent les entreprises au niveau local. Donc, si on leur demande de faire un effort supplémentaire, donc c'est inévitablement les vouer à être en difficulté financière par la suite. Voilà. Et même, comme on l'a vu après, avec cette grève qui se profile, les risques qu'on se rapproche de ce qui s'est passé en 2011, ces entreprises, beaucoup d'entre elles, en tout cas, ne tiendront pas le coup a priori. Et elles n'ont aucun intérêt à ce que cette grève se réalise, se fasse. Cette grève, personne n'a intérêt qu'elle se réalise. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde est unanime qu'il faut que cette grève, en fait, elle n'ait pas lieu. Mais en même temps, est-ce qu'on met la volonté nécessaire pour qu'elle n'y ait pas lieu ? Je ne sais pas. Okay. Donc Soufiane, je vous propose de continuer avec un autre conflit, en fait un conflit qui met en scène d'un côté Mayotte Channel Gateway, gestionnaire du port de Longoni, et la société Smart, donc le manutentionnaire historique. Un conflit qui aujourd'hui semble s'enliser, on va dire, dans l'attente d'une réponse des deux côtés. Est-ce qu'aujourd'hui on va trouver une solution pour que ce conflit ne déborde pas, n'ait pas lieu, parce qu'avec les risques que cela comporte de bloquer le port? On regarde ce reportage. Ce n'est plus un secret pour personne, la société MCG souhaite ouvrir le marché de la manutention à ses propres employés et avait à ce titre investi dans du matériel de pointe permettant désormais aux porte-containers géants de s'amarrer à Longoni. La Smart ne voulant pas lâcher un monopole vieux de 35 ans, MCG avait donc déposé un recours en référé
arguant que la Smart ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat, et ce depuis novembre 2011. L'expulsion de la Smart a été ordonnée par le tribunal administratif, assortie d'une astreinte de 5 000 € par jour tant qu'elle restera sur le site. De quoi inquiéter les représentants syndicaux qui voient cette décision comme un nouveau coup dur asséné aux salariés. Je sais que ça c'est un problème vraiment qui va avoir vraiment une lourde conséquence par rapport à la situation sociale actuellement à Mayotte. Ça c'est un facteur vraiment aggravant de la dégradation des tensions que nous avons, que Mayotte connaît aujourd'hui. De son côté, la CGTMA s'est emparée du dossier et s'apprête à demander une AOT aux élus afin de maintenir l'entreprise à Longoni. Pour la Smart, parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter, contrairement à ce que disent certaines, que là il y aura concurrence, mais nous en tant que consommateurs, en tant que représentants des salariés, nous lisons les choses contrairement à ce qui est avancé. Tout simplement parce que la Smart exclue du port, ça veut dire c'est un monopole de fait de la MCG, de l'ensemble des activités du port. La grève que nous avons menée en 2011 contre la vie chère, nous allons payer le prix fort parce que l'économie de Mayotte, le poumon économique de Mayotte sera détenu par un seul et une seule personne, et le pouvoir, nous ne l'acceptons pas. Nous demandons tout simplement que les lois qui sont appliquées dans les autres départements sur les ports maritimes, que ces lois soient appliquées à Mayotte, parce que nous voulons que le port de Mayotte soit un port d'État et non un port qui appartient à un individu. Les représentants syndicaux en appellent à l'État et aux élus pour défendre les emplois des salariés de la Smart. Le climat social étant très tendu, notamment après les sanctions et le licenciement de 3 délégués syndicaux de la Colas. Ousseni Balahachi en appelle encore et toujours au dialogue social. Je prône pour le maintien ou l'amélioration de la qualité du dialogue social à Mayotte. Mais à l'état actuel des choses, les choses ne se passent pas du tout de cette façon. Alors comment voulez-vous me permettre d'avoir de la crédibilité auprès des salariés qui sont à Mayotte ou bien auprès de la population mahoraise? Alors là-dessus, moi je demande à ce que au pouvoir politique et public à ce qu'il fasse attention à ces deux décisions concernant la Colas et la Smart également. De son côté, la société MCG ne ferme pas la porte aux négociations en proposant encore et toujours le morcellement du marché de la manutention, affirmant qu'un contrat est déjà prêt. Les dirigeants de la Smart ont de leur côté rencontré les élus aujourd'hui afin de leur demander une AOT, mais aucun accord n'a été trouvé. Une autre réunion est prévue demain, tandis que la direction envisage de demander à son avocat d'interjeter appel de la décision du tribunal administratif. Alors, un conflit qui a l'air très complexe et avec une solution qui, a priori, ne semble pas être trouvée dans les jours qui viennent. Sofiane ? Alors, comme on vient de le voir, il y a une décision de justice qui a été prise, qui est celle d'exclure la Smart du port. Donc moi, je me pose la question par rapport à toutes ces familles qui travaillent à la Smart. 196 salariés. Voilà, c'est quand même énorme. Lorsqu'on connaît le taux de chômage à Mayotte, lorsqu'on voit les difficultés qu'il y a à Mayotte, lorsqu'on se demande, lorsqu'on se dit, il y a encore 290 voire 200 familles qui vont se retrouver au chômage, enfin, vont se retrouver sans moyens financiers. Voilà, on se pose des questions. C'est-à-dire on se pose des questions par rapport au climat actuel, c'est-à-dire lorsqu'on regarde ce qui se passe à Mayotte actuellement au niveau social, hein, donc on voit un ras-le-bol général combiné à ça. Je ne sais pas si c'était le bon moment qu'une telle décision comme ça. Là, pour le coup, la société va interjeter appel, on a vu dans le reportage, mais Mayotte Channel Gateway, de son côté, tend aussi la main aux salariés, à l'entreprise pour trouver un terrain d'entente. Alors peut-être que c'était aussi le moyen d'entrer en discussion et de trouver une solution qui puisse résoudre cette problématique des emplois qui vont être peut-être mis en cause et perdus pour certaines personnes. Ouais, mais je pense que voilà, je
pense que ça va être la solution. À défaut d'avoir une autre solution, ça sera la solution. Parce que moi, je vois toujours ce côté social des familles qui vont se retrouver dans des difficultés. Après, le problème qu'il y a entre la Smart et Mayotte Channel Gateway, c'est la justice a tranché dessus. Donc la justice, elle est souveraine. Je ne peux pas m'y opposer. Là, l'avocat de la Smart va interjeter appel, donc on attend la suite. Alors on va continuer avec un autre sujet, toujours dans le chapitre grève, et effectivement c'est l'actualité qui veut ça, la grève des avocats en grève depuis cette semaine et qui protestent contre la réforme de la ministre Taubira, une réforme sur les aides juridictionnelles. On regarde ce reportage. Hier après-midi, une assemblée générale extraordinaire des avocats a été réunie sous l'impulsion du bâtonnier Najim Ahamada. Les avocats ont voté à l'unanimité en faveur de la participation au mouvement de grève nationale. Le projet de loi de finances 2016 est en cause puisque l'aide juridictionnelle serait ainsi financée par les avocats. Concrètement, c'est comme si on demandait aux médecins de boucher le trou de la sécurité sociale, alors qu'il s'agit d'une mission régalienne de l'État. C'est-à-dire tout le monde a accès à la justice, tout le monde a accès aux médecins. Donc ça doit être la solidarité nationale qui doit financer l'aide juridictionnelle. Là, on veut demander aux avocats qui eux-mêmes contribuent dans une large majeure au financement de l'aide juridictionnelle, de financer encore plus. Je rappelle qu'un avocat qui intervient à l'aide juridictionnelle ne gagne pas beaucoup d'argent. Il travaille souvent à perte, puisque l'aide juridictionnelle, quand on est payé, puisqu'on est payé, mais quelques années plus tard, ne nous paye qu'un tiers, voire moins que ce qu'on devrait toucher si on facturait la personne. Les avocats du département ont donc stoppé toutes les permanences pénales, toutes les défenses de personnes sollicitant l'intervention de l'avocat à l'aide juridictionnelle, au civil ou au pénal. De quoi chambouler grandement le fonctionnement de la justice et entamer un véritable rapport de force. Aujourd'hui, on est dans une semaine où il y a un avocat qui est de permanence. Par exemple, je dis un exemple concret, à Mayotte, on a tous les jours des kwassa qui arrivent, on a tous les jours des cambriolages, on a tous les jours malheureusement des faits d'agression sexuelle. Et concrètement, la personne est déférée devant le juge d'instruction pour une mise en examen éventuelle, donc il n'y aura pas d'avocat. Donc la justice ne pourra pas travailler sans avocat. Par exemple, s'il s'agit de mineurs, ils ne peuvent pas juger le mineur sans avocat, c'est interdit par la loi. Pareil pour une cour d'assises où l'avocat est obligatoire. Si l'avocat est en grève, si le barreau est en grève, ça va un peu bousculer et chambouler un peu le fonctionnement de la justice actuellement. Une question se pose actuellement, pourquoi l'État souhaite mettre en place une telle mesure qui risque fort de pénaliser les personnes les plus démunies? Selon Najim Ahamada, la réponse est très simple. Le problème, c'est que c'est comme la sécurité sociale, tout simplement. Le système s'essouffle, il faut trouver des moyens de financement. Ils avaient mis en place il y a quelques années un droit de timbre pour toutes les procédures qu'on a engagées pour financer l'aide juridictionnelle. Finalement, ça a marché 1 an ou 2 ans. Madame Taubira a enlevé. Ils ont essayé par le passé, l'année dernière, de faire payer les avocats pour financer les juridictionnels. Ils ont rétropédalé. Là, c'est une énième tentative. On est vigilant, on ne va pas se laisser faire. Que le système soit essoufflé, qu'il y ait besoin de financement, il n'y a pas de problème. On veut bien y contribuer, mais pas nous seuls. C'est une mission régalienne, donc tout citoyen, tout le monde doit y participer. Et nous, on y participera volontiers. Les avocats refusent d'en pâtir du manque de financement de l'État. Le rapport de force est donc engagé et pourrait se durcir d'ici 1 semaine si le ministère de la Justice ne réagit pas face à ce mouvement de grève. Les avocats en grève est très mécontents et qui estiment aujourd'hui que l'effort qu'on leur demande est trop important par rapport à ce qu'ils font déjà. On a entendu Maître Najim qui connaît la situation des avocats de manière générale, mais particulièrement la situation des avocats ici à Mayotte. Il faut aussi dire que les clients de ces avocats-là ici à Mayotte, c'est des gens, la plupart, qui bénéficient de cette aide juridictionnelle. Donc, si on demande aux avocats, voilà, moi je reprends simplement ce que je suis tout à fait d'accord avec lui, on leur demande déjà d'avancer l'aide juridictionnelle. En plus, voilà, est-ce que les gens seront intéressés d'être avocats lorsqu'ils voient dans quelles conditions ils vont être demain? Non. L'effort, il faut que ça soit national.
je suis d'accord avec lui. Il faut que c'est la société qui fasse l'effort là-dessus. Il ne faut pas demander qu'aux avocats de faire cet effort-là. Parce qu'au final, comment on appelle ça, une décision qui en apparence semblait être bien, au final les résultats vont être catastrophiques. Bien sûr. Donc voilà. Parce que là, c'est les petits citoyens qui n'ont pas les moyens qui vont se retrouver pénalisés. Et ben justement, il a fait, à un moment donné, il a fait le rapprochement entre la situation des médecins à qui on va demander si on venait à faire la même réforme de leur côté. C'est comme ça on demandait de boucher le trou de la sécurité sociale. Et là, eux, justement, ils font office de régulateurs, on va dire. C'est à eux qu'on demande de faire l'effort pour combler justement peut-être un manquement qui concerne tout le monde, d'où le fait qu'eux réclament la solidarité nationale sur ce coup-là. Tout à fait normal. Voilà, je partage cette idée. Alors, quand vous parlez de l'association des avocats ici à Mayotte, est-ce que vous avez l'impression que à Mayotte, justement, là, ils sont confrontés à des problèmes beaucoup plus importants? Il l'a dit, hein, on a vu les Kwassa qui arrivent tous les jours, on a vu la délinquance. Effectivement, ils sont beaucoup plus sollicités pour des affaires où justement l'aide juridictionnelle fait office de règlement. Et là, pour le coup, c'est peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, leur profession même qui sera mise à mal. Voilà. Oui, en fait, oui, c'est la profession qui sera mise à mal, quoi. Voilà, en tant que des jeunes qui voient comment en fait la profession d'avocat qui va se retrouver à avoir de plus en plus de charges. À un moment donné, ils vont se dire ça n'a aucun intérêt d'être avocat, alors qu'à Mayotte, on en a vraiment besoin en ce moment de ces avocats, parce qu'on sait que la question du foncier va revenir de plus en plus. On sait que la question sur les violences, ça va revenir de plus en plus par rapport à l'actualité. Donc, et comme il a dit, sans avocat, beaucoup d'affaires ne peuvent pas être jugées. Oui, là on sera donc dans blocage même. On sera dans l'illégalité. Donc voilà. Alors on va continuer avec un conflit qui a eu lieu à Bonovo, mais qui reflète aussi une situation de plus en plus fréquente à Mayotte. Des propriétaires terriens qui se sont retrouvés à demander à des occupants de partir, et c'est un peu tourné, on va dire, au vinaigre. On regarde ce reportage. Batak d'habitation la semaine où là on trouve mama dar lemewa na là lo wasila babu. Cet abri de fortune abrite une famille et 6 enfants. En conflit avec la propriétaire du terrain depuis pratiquement 1 an, ce vendredi, le ton est monté entre les occupants illégaux et la propriétaire. Des menaces de mort auraient été proférées et les différents protagonistes ont demandé l'intervention de la police nationale, venue sur les lieux pour constater les dégâts, et le père de famille à la rue accepte de témoigner pour nous raconter son calvaire. Oui, ntambisha moja tu. Wamgili kamba waja menye nyumba, awambia bantu wana menye nyumba binsi menye shisha wantu. Be wamenye nyumba, wamenye na zinzangu anibia na zinzangu. Walifungi daily etan pari ya zangu zamili. Vanza waswili bahabo. Mana nukun menya. Namtsakali mama sila na buso wolon shitaki na rindili wambia bavinge pula. Sila vidiri mana mturongomba wanfanya hukumu dawashi wafanya magu ya mkarakara. Mana ntini wambia bavinge hopula. Vinge pula ujurive wamni matazia sigidi wa masina pula. Vinge pula ujurive jurangalie. Ce matin encore, le conflit est loin d'être apaisé. La propriétaire du terrain assiste à la démolition du banga et explique en être arrivée là au bout de plusieurs mois de négociations et de patience. Alors comment cette famille s'est installée là? C'est la question à laquelle elle tente de répondre lors de notre interview. Loti kubali simaonomba ule mwanadamu loti mwambia na saba hangu utolewa anambia ewa lona jumwambia laura ngmaja na mlunga alimbimba kasulawa vani zidima jemba atawane na amata anibubwe mshwaye mbali ndongo zenai wai mbali zafike leo wami na wao. De nombreux propriétaires de l'île se retrouvent dans le même cas de figure que cette propriétaire qui pour certains ont pris un avocat pour amener l'affaire jusqu'au tribunal. Et si, comme pour Bonovo, quelques propriétaires vont jusqu'à démolir les bangas eux-mêmes, d'autres préfèrent attendre que les autorités s'en mêlent. Ainsi, après la récente affaire de prise d'otage à Bouyouni, de nombreux propriétaires prévoient de faire une marche pacifique dans la commune de Mzamboro pour dénoncer une situation qui n'a que trop duré. C'est ici qu'on achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la seconde partie. À tout à l'heure.
Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Soufiane Malid, acteur du milieu associatif mahorais. Soufiane, on continue à parler d'actualité avec vous. Voilà, on continue. Alors, Soufiane, des propriétaires excédés qui aujourd'hui font avec leurs propres moyens et détruisent ces maisons. On a vu d'un côté les occupants qui, eux, au contraire, ne comprennent pas et demandent des justifications, des explications. Alors, moi, je pense que la délégation sénatoriale qui est venue à Mayotte justement sur la question du foncier va avoir beaucoup de boulot. Et j'espère que le sénateur Tani va veiller au grain à ce qu'on ne simplifie pas une situation assez complexe. Parce qu'on voit ici à Mayotte, c'est que, pas traditionnellement, parce qu'avant il y avait le droit local, avec les terrains qui étaient cédés de famille, enfin de père à enfant, sans pour autant qu'il y ait besoin d'un titre. D'un document, exactement. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve face à une situation où tu as des personnes qui sont des occupants d'un terrain avec des propriétaires qui réclament ce terrain. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir des documents parce qu'ils ont fait la démarche auprès du CNASEA pour titrer le terrain. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui on va se retrouver de plus en plus à ce genre de problème parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vouloir jouer le malin. De s'approprier des terres qui voilà, ne sont pas ils vont essayer de s'approprier des terres qui ne sont pas à eux, justement parce qu'il n'y a pas de titre. Ils vont jouer là-dessus en fait. Voilà, c'est une possibilité. Et de plus en plus, on le voit, il n'y a pas que à Bonouveau, il y a ce qui s'est passé à... comment ça s'appelle c'est passé à Bouilloni. Voilà, au nord. Au nord. Donc voilà, on voit de plus en plus, il y a des conflits parce que d'un côté, on demande aux propriétaires de payer la taxe sur le foncier et de l'autre côté, ils voient qu'ils ne jouissent pas de leur terrain, c'est quelqu'un d'autre qui le jouit. Donc maintenant, ça va créer une tension électrique parce que voilà, ça sera de la mauvaise foi, ça sera de la mauvaise foi de la part de l'autre. Donc je pense qu'il faut vraiment que le procureur de la République se saisisse de cette affaire et puis qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible parce que lorsqu'on voit que les forces de l'ordre ou la justice n'intervient pas, les gens ont tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes. Donc voilà, une personne qui a un terrain qu'il estime qu'il est à lui, il y a une autre personne qui estime que justement cette personne n'a pas de titre. Donc voilà, qui a raison, qui a tort à un moment donné, ça crée des situations qu'on est en train de voir actuellement. Donc le foncier, c'est une problématique quand même assez importante qu'il faut vraiment prendre en charge et pour lesquelles il faut trouver des solutions qui vont satisfaire les Mahorais parce qu'aujourd'hui, on a vu, il y a un vrai ras-le-bol en fait de ce côté. Les Mahorais n'en peuvent plus. Ils ont l'impression de tous les côtés qui sont, on va dire, piégés parce qu'ils ont voté pour la départementalisation avec l'application du droit commun, sauf qu'aujourd'hui, le droit commun leur demande de faire beaucoup d'efforts et maintenant, un terrain qui était à eux, ils doivent le justifier, ils doivent s'expliquer, donner des documents qu'ils n'ont peut-être pas. Donc là, pour le coup, le droit commun... Voilà, moi je dis qu'il faut prendre en compte la réalité locale. Il faut pas... ça sert à rien de vouloir appliquer la loi telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est renier qu'il y a une réalité locale. On ne peut pas renier que pendant des années, les terrains, ils étaient cédés de parents à enfants. On ne peut pas renier ça. Par le droit oral. Voilà, on ne peut pas du jour au lendemain dire aujourd'hui c'était comme ça, le lendemain tout est blanc ou tout est bleu. Une phase d'adaptation. C'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas demander, c'est-à-dire là il y a de l'insécurité juridique. Comment vous pouvez aujourd'hui, hier j'étais propriétaire de mon terrain, tout le monde l'a accepté. Le lendemain avec l'application du droit commun, je me retrouve sans terrain. Je me retrouve sans terrain alors que hier c'était à moi. C'est très compliqué, et j'espère que la délégation sénatoriale pourra éclaircir tout ça et montrer aussi la complexité de l'affaire. Alors l'actualité cette semaine, c'était aussi ces ateliers à la Cité des Métiers, des ateliers pour donner le maximum d'informations à ceux qui souhaitent créer leur entreprise avec des partenaires qui étaient présents. On regarde ce reportage. La Cité des Métiers possède les outils et les informations nécessaires qui permettront aux futurs entrepreneurs de créer de l'emploi à Mayotte. C'est la raison pour laquelle une trentaine de personnes se sont déplacées ce matin dans le cadre des journées d'information à la Cité des Métiers. Moi, je suis peintre décorateur.
Mais voir par rapport à Mayotte, la décoration, on entend parler, peut-être il y a des endroits, les gens ils font la déco, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Donc on essaie quand même de se développer dans tout, parce que même si c'est pas évident, mais il faut y croire en fait. Les informations que j'ai eues, c'est par rapport aux organismes qu'il y a ici. Donc, c'est aussi le Conseil général, la CCI, donc tout ça là. Et puis, j'essaie quand même d'aller envers eux. Plusieurs sessions d'information ont lieu chaque semaine à la Cité des métiers, mais cette journée est également l'occasion d'inviter des partenaires qui sont en mesure d'œuvrer pour l'accompagnement et l'orientation au développement des métiers. Et comme chaque année, l'ADI, le Conseil départemental et la CCI ont répondu présents. La CCI a pour projet aussi d'accompagner, donc on essaie de leur donner tous les outils pour pouvoir monter leur projet, qu'ils prennent connaissance, qu'ils ont des organismes qui peuvent les aider, les former à l'entrepreneuriat par exemple, qu'il y a des financements qui existent. Après ça dépend des projets qui sont montés, mais il y a des financements qui existent à la CCI. Par exemple ce matin il y a quelqu'un qui est venu pour nous proposer de monter une boîte de recyclage. Donc il comptait, en gros son objectif c'était de récupérer des pneus et essayer de voir s'il pouvait valoriser ça. Donc moi, la CCI, donc sur les questions de développement durable, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc il y a des financements européens sur ces questions-là. Chaque personne a pu passer de stand en stand pour avoir toutes les informations nécessaires et complémentaires à la création d'activités. Et malgré le manque de chiffres sur la création d'activités à Mayotte, il est clair que tout reste à développer. Et c'est pour cela que chaque année, la Cité des métiers propose ce type de manifestation. Alors il est très important aujourd'hui que les Mahorais sachent qu'il n'y a pas que le Conseil général ou les différentes mairies qui recrutent ou aller déposer son CV. Il faut aussi que les Mahorais sachent que le développement de Mayotte passera par la création de richesses des Mahorais et pour ça il y a aussi la création d'entreprises est aussi une de ces voies vers lesquelles il va falloir commencer à orienter les Mahorais. Avec 60% du taux de chômage, Mayotte fait partie des départements les plus touchés par ce fléau. Pour l'ensemble des partenaires associés à cette journée d'information, il est donc primordial que cette jeunesse se prenne en main et entreprenne. Alors, créer son entreprise à Mayotte, une alternative qu'on propose de plus en plus à cette jeunesse qui est à la recherche d'emploi. Soufiane, c'est une belle initiative, n'est-ce pas ? Là, on fait une bonne nouvelle de la semaine. Quand ça change des autres informations, oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle de pousser la jeunesse en fait à créer elle-même son propre affaire. Mais aussi, est-ce que derrière, il y aurait un accompagnement? Parce qu'on sait que créer une entreprise, c'est une chose, mais la faire vivre en est une autre. C'est-à-dire c'est la gestion tous les jours, c'est comment faire que l'entreprise soit viable. Est-ce qu'ils seront dans une couveuse, à un endroit où on va les former pour devenir des vrais entrepreneurs? J'espère, parce que ça serait dommage de lancer des bels projets comme ça et qu'au final, on voit que ça tombe à l'eau parce qu'il n'y a pas un accompagnement. Alors justement, on a vu les partenaires présents, on a vu l'ADI, on a vu la CCI. Donc justement, tout a été mis en œuvre, tous les ingrédients, on va dire, étaient réunis pour que ces jeunes puissent avoir l'accompagnement nécessaire. Donc là, a priori, ça devrait être le cas. Oui, a priori, comme vous l'avez dit, parce que je connais beaucoup de jeunes Mahorais actuellement qui essaient d'entreprendre, mais ils sont toujours confrontés à la difficulté d'avoir le fonds nécessaire pour commencer l'affaire. Et puis, il y en a qui commencent, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à faire avancer l'entreprise au bout de 2 ans. Malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère. Là, a priori, on a les ingrédients, mais j'espère que cet accompagnement sera réel et pourra effectivement ouvrir d'autres portes pour baisser le chômage. Bien sûr, parce qu'on a vu aujourd'hui à Mayotte, 60% de la population mahoraise est victime du chômage. Donc là, concrètement, ça serait une solution pour en venir à bout, quelque part.
C'est une des solutions, oui. Une des solutions. C'est une des solutions, voilà. C'est déjà mieux que rien. Alors Sofiane, on va continuer avec justement une initiative qu'on a voulu saluer, l'initiative de cette association de Kaweni qui a voulu montrer aux jeunes que des perspectives sont possibles avec la création de ce banga traditionnel qui devrait faire office de maison des jeunes. On regarde ce reportage. Grimper au cocotier, couper les feuilles, les charger pour enfin les faire transporter dans des camions. Ces jeunes ont pris toute la matinée dans l'espoir de mener à bien leur projet de construction de banga traditionnel. On a des projets qu'on voulait améliorer là-dedans. Et ces projets, c'est comme faire des maisons traditionnelles, des maisons en banga, des maisons en culture que les gens y voient. Et mettre des belles trucs comme des fleurs, des trucs, des tomates, des béganes, des trucs de maoré qu'on peut aussi avoir de besoin là-dedans pour ces jeunes. Comment mettre en avant nos valeurs traditionnelles, respecter l'environnement et les générations futures, défendre un projet pédagogique en faisant du respect de l'environnement un créateur de liens sociaux et d'emploi. Ce sont les questions que les créateurs de l'association des jeunes de Kaweni se sont posés. Rasta, un père de famille, est l'un des membres fondateurs de l'association. Il voit le projet de la construction d'une maison des jeunes en banga traditionnel comme une initiative qui permettra de les sortir de la rue. On va faire une maison des jeunes. La maison des jeunes qu'on fera aujourd'hui, on ne va pas embêter de personne. On va jouer contre l'artisanal. On va prendre des feuilles de coco et les feuilles des bananiers et les bambous. On va faire des maisons traditionnelles. Ça sera derrière de l'école de poste de Kaweni. Des bangas, c'est qu'en fait, le temps qu'on va les voir tous les jours, matin, midi et soir, on va les étirer déjà qui viennent avec nous dans l'autre banga. C'est pour ça qu'un objectif de démarrer, on ne veut pas allouer un local, on ne veut pas chercher un local. On va créer les bangas par nous-mêmes. Comme ça, on va les faire montrer comment on travaille. Le panda qui reste là et regarde la voiture, vous venez de nous joindre, on va vous montrer comment on peut construire un banga traditionnel, comment on peut planter aussi des fleurs, comment on peut faire les boutures, comment on peut faire les jardins, comment on peut faire même les peintures. Parce que tout ça, on voulait remettre en place. Ça ne sera pas grand-chose, mais ça sera des petits ateliers que les enfants ils voient le métier différemment. Un projet qui, pour se réaliser, demande encore beaucoup de partenaires. D'ailleurs, les membres de l'association vont à la rencontre de futurs collaborateurs pour obtenir les aides nécessaires à la concrétisation de cette initiative collective et citoyenne. Alors se prendre en main, prendre les gamins, les jeunes de ce quartier de Kaweni en main et en leur proposant des ateliers, découvertes et aussi les ramener un peu à la tradition du banga. Une belle initiative, Sofiane, n'est-ce pas? Oui, c'est une très belle initiative. Déjà, je salue parce que, je ne vais pas dire pour une fois, mais on voit le côté positif de Kaweni parce que souvent on a tendance, quand on parle de Kaweni, c'est pour montrer le côté négatif. Là, on voit des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui font des activités traditionnelles, qui s'occupent de leur journée. Moi, je les salue et je les pousse effectivement à s'engager de plus en plus, à prendre des responsabilités dans le monde associatif. C'est l'une des manières déjà d'une part de s'épanouir en tant qu'être humain, mais aussi de se faire des relations avec certaines personnes, qui peuvent nous ouvrir des portes. Donc voilà, je salue là. Alors on a vu justement Kaweni, vous avez dit, souvent on en parle à propos de la délinquance, on en parle, c'est pas forcément pour de très bonnes choses. Et là pour le coup, ça met en lumière aussi en fait les capacités de ces jeunes. On a souvent l'impression que tous ces jeunes-là sont tous destinés à devenir des délinquants. Beaucoup de gens le pensent, on va être sincère, mais là pour le coup on voit qu'eux-mêmes se refusent à avoir cette image qui souvent leur colle à la peau. Je pense que il faut se battre contre les préjugés, il faut se battre contre les a priori et s'affirmer, c'est très important. C'est très important en fait d'avoir confiance en soi. Lorsque on vient dans un quartier comme Kaweni, souvent lorsque vous parlez avec quelqu'un, la première image qu'on vous renvoie c'est jeune délinquant. C'est dommage, mais c'est la réalité humaine, c'est naturel. Nous, les êtres humains, dès qu'on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se méfie.
Donc je pense que il faut pousser les jeunes à beaucoup s'intégrer dans le monde associatif, les pousser à prendre des responsabilités, qu'ils s'affirment eux-mêmes. Et puis voilà, par la suite, on verra que ce sera une très bonne chose. Que ce soit pour Kawini ou pour d'autres villages de Mayotte. Parce que là, quand je vois par rapport... là, c'est les vacances scolaires. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans activité. Ça serait une manière comme une autre en fait de s'occuper pendant les vacances pour ne pas penser à faire des choses regrettables. Alors on va continuer avec, toujours du côté de la jeunesse avec ce jeune homme justement de 15 ans qui lui a pris les choses en main et en tout cas souhaite s'en sortir dans le milieu sportif. On va voir dans ce reportage un jeune qui a beaucoup d'espoir dans une carrière en football. On regarde. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il y a fort à parier que le jeune Amel fasse parler de lui dans le futur. À seulement 15 ans, ce footballeur qui évolue en U15 chez les jumeaux de Mzouazia s'apprête à réaliser son rêve, pouvoir être repéré par un club métropolitain et intégrer un centre de formation. Je pratique le foot depuis mon enfance, depuis 3 ou 4 ans. Depuis que j'étais à Nîmes, après je suis venu à Mayotte, je continuais. Et mon joueur préféré c'est Paul Pogba car c'est un 10, milieu offensif moi aussi. Et il est un joueur technique un peu... J'essaie de le copier, quoi. J'essaie un peu d'être comme lui. S'il va devoir travailler très dur pour devenir un jour aussi performant que Paul Pogba, Amel a cependant de qui tenir. Son papa est l'entraîneur des seniors de Mzouazia et connaît bien l'épreuve que représentent les sélections interrégionales. Il est en effet l'un des premiers Mahorais à y avoir participé. Une fierté pour ce papa qui conseille son fils depuis son plus jeune âge. J'ai appris ça rapidement et c'était une joie immense parce que bon, je connais ce que c'est parce qu'en tant que jeune, moi aussi j'ai eu la chance de faire partie à ce genre de sélection et donc j'ai essayé de juste de, comme vous avez dit la question tout à l'heure, quel conseil, qu'il soit serein, qu'il soit voilà, qu'il profite et qu'il aille faire ce qu'il peut. Il va faire ce qu'il peut, qu'il se donne la chance de jouer, de bien jouer et d'être parmi les meilleurs. 4 jeunes Mahorais ont été sélectionnés pour participer aux détections en métropole, mais seul Amadi Amel Emar aura la chance de faire ses preuves, de quoi le motiver davantage pour montrer toute l'étendue de son talent, rendre fier sa famille et son département. On a été 3 de Mayotte pour aller à La Réunion, aller être détectés pour la sélection régionale. J'ai eu la chance d'être le seul joueur mahorais d'y aller et j'essaierai d'être à fond. Je serai à fond, je tenterai ma chance à fond, quoi. Je dois être à fond tous les jours, je dois être présent tous les jours à l'entraînement. Les études scolaires, c'est pareil. Et comme c'est lui le coach de l'équipe senior de jumeaux, je dois être au niveau. Jeudi, Amel s'envolera pour la métropole afin de réaliser son rêve. Un rêve qui, au vu de son talent, est loin d'être irréalisable. Il ne nous reste donc plus qu'à lui souhaiter le meilleur pour ce tournoi à venir. Alors, un jeune prodige du ballon rond qui porte derrière lui tous les espoirs d'un département, le 101e en l'occurrence. Soufiane, votre réaction? Moi, ma réaction, déjà, je suis très heureux pour lui, je suis très heureux pour Mayotte. Et puis derrière, j'espère qu'il sera assez fou pour croire à toutes ses chances. Parce que voilà, lorsqu'on est jeune, il ne faut pas se mettre la pression que voilà, je suis le seul Mahorais, machin. Il faut qu'il se motive, qu'il se dise si tant d'autres ont réussi, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il est jeune, il a le talent, et il a l'ambition. Et j'espère voilà, que ses parents et puis tout Mayotte, de toute façon, on sera derrière lui pour l'encourager et le pousser à avoir des ailes, quoi. Donc, on a eu Toafilou Maoulida ici à Mayotte qui a joué à l'extérieur. Donc, on espère qu'on aura un jeune Mahorais qui pourra aller jouer dans des clubs comme Arsenal, Manchester ou le Real Madrid, pourquoi pas. Alors là, on parle du football, mais on a vu aussi récemment, depuis les Jeux des îles de l'océan Indien, on a vu que les jeunes talents sportifs mahorais se révèlent. On les a vraiment vus à l'œuvre, même si on le savait. Là, il y a une conscience en fait qui a été réveillée. On voit qu'à Mayotte, on a des talents sportifs qu'il faut encourager. Oui, donc je pense que c'est un très bon message qui est envoyé aussi à la collectivité, à savoir il faut mettre en place des structures pour encadrer tout ça. Si on met les moyens pour aider cette jeunesse-là qui a beaucoup de talent, qui a envie, parce que le problème c'est ça, à Mayotte on a envie de faire quelque chose.
Malheureusement, on n'a pas les structures pour le réaliser. Donc, je sais que d'ici quelques années, Mayotte va produire beaucoup de personnes qui vont être une valeur ajoutée pour la France. C'est comme ce qui se passe aux Antilles. On a les footballeurs, on a les athlètes qui partent des Antilles. Donc, ici à Mayotte, je sais qu'on a le vivier parce qu'on a beaucoup de jeunes. Donc, il faut les encadrer, les suivre dans leurs projets. Et je suis convaincu que d'ici 20 ans, on aura des jeunes bourrés de talent, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde des entreprises, ou même, pourquoi pas, des futurs ministres mahorais. Alors Soufiane, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un acteur, on va dire, très actif même du milieu associatif. Votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, notamment au niveau de la jeunesse, comme on l'a vu, ces talents, mais il y a aussi des choses qui pour vous doivent être révélées, doivent être modifiées, changer, des comportements à changer notamment. Moi, parmi les premiers comportements à changer, je dis il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on ait confiance en nous et qu'on dise on a besoin de formation dans le monde associatif. Se structurer, c'est très important. Monter des projets. Là, on a beaucoup d'idées, mais on ne sait pas comment les mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas des outils pour faire des projets. Donc ça, déjà, c'est une part. Et puis d'autre part, on n'est pas sans savoir que notre collectivité est le moins dotée de toutes les collectivités françaises. Donc aujourd'hui, voilà, le milieu associatif, c'est très important pour Mayotte actuellement. Il n'y a pas assez de moyens. Donc voilà. Donc, au-delà des difficultés d'organisation et de moyens, j'ai l'impression que les jeunes sont demandeurs justement du travail que vous faites, sont demandeurs de vos actions, ou alors c'est vous qui devez aller les chercher, créer ce besoin chez eux. Non, le besoin, il est là. Besoin, il est là. C'est-à-dire, là, par exemple, à Kaweni, là, chaque année, on organise la nuit des diplômés. C'est quoi la nuit des diplômés ? La nuit des diplômés, chaque année, on récompense les jeunes entre ceux qui ont fait le bac, CAP, BEP, jusqu'au master, voire le doctorat. On les récompense, on leur dit, voilà, nous, on a compris que vous serez le Mayotte de demain. On compte sur vous. Donc, on leur envoie un message. Donc, il y a d'autres actions qui sont mises en place. On voit que la jeunesse, elle a envie de faire quelque chose, mais c'est pas Elle veut participer, en fait, elle a envie de participer au développement du territoire. Elle a envie de participer, de donner son avis sur la réalité du quartier, dans la réalité de la commune, voire aussi sur l'orientation de Mayotte. Mais elle ne trouve pas sa place aujourd'hui, vous pensez ? Voilà, mais oui, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse mahoraise, elle est frustrée. Quand on voit qu'il y a des jeunes, soit ils basculent dans l'alcool, enfin tout ce qui est drogue, ou tu en as d'autres qui rentrent dans la religion, mais vraiment dans l'extrême, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? La jeunesse, qu'est-ce qu'elle a ? Aujourd'hui, la jeunesse, elle a envie de s'exprimer, mais elle ne peut pas s'exprimer. Donc, du coup, elle est frustrée. Donc, je pense que vraiment, il faut se poser les bonnes questions et puis travailler avec cette jeunesse-là, leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer. En tout cas, merci beaucoup Soufiane pour toutes vos précisions, d'avoir joué le jeu de cette émission, répondre, réagir sur l'actualité. C'est ici que s'achève l'émission. Je vous dis donc à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.